Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, non. Parce que vous voyez, cette année, j'ai eu pas mal de temps libre, que j'ai dépensé de manière plus ou moins utile, on va dire. Mais ceux parmi vous qui me suivent sur Twitter savent que j'aime aussi dépenser une partie plus ou moins importante de ce temps à déverser du sel, de l'agacement, de l'aigreur, appelez ça comme vous voulez, sur certains types d'avis concernant la japanimation et le manga. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, et si je faisais ça en vidéo? Déjà parce que c'est facile à faire, mais aussi parce que ça va me faire le plus grand bien. Et vous aussi j'espère. Alors attention, il n'y aura pas forcément de lien entre chaque avis que je vais critiquer. J'ai juste screené ce qui me paraissait le plus représentatif. Surtout que je les ai déjà pris il y a quelques mois ces screens pour être honnête. En vrai, je sais pas exactement où je vais avec cette vidéo, mais bref, on va voir. Bien sûr, la partie 7 en animé, c'est le meilleur moment pour commencer JoJo. C'est la meilleure partie en plus, vous pouvez la regarder indépendamment des autres et n'écoutez pas certains puristes. C'est censé être un manga à part entière de base, l'univers est différent, tout est réexpliqué, etc. Une question que je me pose souvent sur une partie des geeks en général, c'est est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils regardent et aiment tant? Sauf que quand je vois ce genre d'avis, la question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'ils aiment ce qu'ils regardent au moins? À partir de quel moment est-ce que regarder un truc depuis le début, ça fait de toi un puriste? Et c'est d'autant plus dommage qu'ici il parle de JoJo, une série qui, malgré sa popularité, est encore assez mal appréhendée par pas mal de gens, vu que de base c'est un délire assez space. Et là du coup avec ce genre de conseils, vous faites qu'empirer les choses. Et puis même au-delà de tout ça, je sais pas, je sais que ça sonne geek, gênant de dire ça, mais vous aimeriez pas accorder un minimum de considération pour le manga et l'animation en tant qu'art? Après c'est peut-être moi qui me prends la tête pour rien, mais je sais pas, suivre le cheminement créatif d'un mec tellement talentueux qu'il a fini par collaborer avec le Louvre, ça vous paraît pas intéressant? C'est peut-être qu'une impression, hein, mais ce genre de conseils, ça me donne vraiment l'impression que vous traitez ce que vous aimez comme des consommables qu'on jette directement après. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a sûrement une bonne partie d'entre vous qui est du genre à vous bagarrer pour prouver que c'est pas un truc de gamin. Mais bon, hein, le fait que les animateurs soient allés aussi hard sur un animé que la majorité des gens ne connaissent même pas est incroyable. Alors on va passer sur le fait que le tweet en lui-même est très bête, hein. Genre le mec se dit pas que c'est peut-être avant que l'animé ait du succès que l'animé est produit, et que donc c'est à ce moment-là que les bonnes choses sont faites pour que ça ait du succès, mais bref c'est pas grave. Ce qui me saoule vraiment ici c'est, les gars, sérieusement, comment vous faites pour avoir autant de confiance avec aussi peu de connaissances? Vous savez, c'est pas grave de pas tout connaître, ou même de très peu s'y connaître, comme ça a l'air d'être le cas d'une grosse partie des gens qui font ce genre de tweet, on va être honnête. Mais alors dans ce cas, fermez-la! Ou alors essayez de prendre un minimum de recul quand vous traitez de faits objectifs comme la popularité d'une série. Et surtout, s'il vous plaît, comprenez bien que c'est pas parce qu'un animé ne finit pas en tendance chaque semaine que c'est inconnu au bataillon. Vous y connaissez sûrement presque rien si vous pensez ça. Et encore une fois, c'est pas grave du tout. On parle de dessin animé, faut juste pas se permettre de parler sans savoir. Et oui, je sais que ce genre de tweets ont surtout pour but de susciter du RT et des likes et que c'est peut-être pas exactement ce qu'ils pensent, mais je m'en fous. On est vraiment sur un des pires deutéragonistes de l'histoire. Les gars, c'est pas parce que vous utilisez des mots littéraires entre guillemets que vos avis de comptoir, un peu trop souvent explosés contre le sol d'ailleurs, sont plus pertinents ou intelligents, vous savez. Vous croyez tromper qui? Le fait que ce combat atomise l'entièreté des combats de Luffy et XPTDR mesquine les fans de One Piece qui doivent se coltiner des bruits de cartoon. Ah bah là c'est pratique, je vais pouvoir parler de DBS et de l'anime One Piece post-Wano. Sachant que si on suit la logique de ce que je disais plus tôt, je devrais pas, vu que j'ai pas vraiment regardé DBS à part le film Broly, et que pour One Piece j'en suis qu'à genre 300 épisodes, donc loin de cette partie de l'anime. Mais bon, le niveau argumentatif est parfois si bas concernant ces sujets que je vais me permettre de dégager mon propre conseil. D'abord, DBS. Vous savez, je crois que quelque part, j'en veux un petit peu aux animateurs talentueux qui ont travaillé sur ça. Oui, je crois que j'en veux un peu aux Naoto Shishida, Yuya Takahashi et compagnie qui ont mis des efforts là-dedans. Parce que les quelques moments de qualité qu'ils ont offerts ont fait, je crois, oublier à trop de gens tout le gros caca qu'on a eu à côté. Et je parle pas uniquement d'animation là, qui a un aspect sur lequel d'ailleurs DBS se prend une fessée par une grosse partie des cartoons, hein, donc évitez de les utiliser comme insulte. Mais bref, je sais, j'ai pas vraiment tout regardé, il y a peut-être des vraies qualités dans la série. C'est vrai que par exemple l'arc Black était sympa de ce que j'ai vu. Mais si on parle du passage cité dans le tweet, sérieusement, vous trouvez vraiment que c'est une franche réussite? Des enjeux faussement importants vu qu'on sait tous exactement comment ce tournoi va se régler, un Goku qui est tellement devenu une caricature de lui-même qu'on le prend même plus au sérieux, et surtout la cerise sur le gâteau, un coup final où l'ennemi te sort qu'il a appris la force de la confiance face à Goku et Freezer, le génocidaire de planète qui a eu zéro arc de rédemption.
Mais même dans une fanfiction yaoi sur DBZ, je sais pas si quelqu'un oserait écrire un truc pareil. On dirait une blague. Après, j'ai pas vu la série correctement, je l'admets. Donc s'il y a des personnes qui peuvent m'expliquer en quoi est-ce que c'est en fait une giga réussite, bah je suis preneur. Parce que là, en l'état, ça me dépasse les gars. Par contre, s'il y a bien un truc dont je peux parler parce que je l'ai vu, c'est le film Broly. Et là, je suis désolé, mais c'est juste la culmination de tous les problèmes que j'ai avec DBS. Beaucoup de belles images, on lui retire pas ça. Mais une écriture qui part prendre un café au bout de quelques dizaines de minutes. Et ces défauts ressortent d'autant plus quand on se rappelle que c'est la réinterprétation de l'un des rares films DBZ qui essayait vraiment de raconter quelque chose. Parce que ouais, même si on peut sentir qu'il était sûrement limité par les producteurs, on voit que le réal essayait vraiment de faire quelque chose au niveau de l'ambiance et de l'esthétique. D'ailleurs, si vous aussi vous aviez kiffé cette ambiance dans le film Broly, bah je vous conseille la série Keshan Sins, où le même réalisateur a pu cette fois aller à fond dans son délire. Mais bref, tout ça pour dire que malgré le kiff visuel qu'avait apporté ce nouveau film Broly, bah j'avais la sensation que c'était la preuve que Dragon Ball était devenu la caricature de lui-même. Ceux qui pensaient à l'époque de DBZ que c'était qu'une histoire de mec musclé qui se bagarre en changeant de coupe de cheveux toutes les 5 minutes, avaient fini par avoir plus ou moins raison. Et maintenant, le cas One Piece post-Wano. On va faire simple. Une trop grande partie des trucs que j'ai lus entourant la direction de l'anime à partir de Wano, c'est juste l'illustration de l'expression donnée de la confiture à des porcs. Parce que sérieusement, je me pose encore la question de comment c'est juste possible de sortir que c'était objectivement mieux avant quand on a ça. Avoir des réserves sur la direction artistique, ok, pourquoi pas, à la limite. Même si elle est 10 fois plus rafraîchissante qu'avant. Mais me sortir que l'animation est éclatée à cause de choix de direction plus épurés dans le dessin par exemple, c'est ne rien comprendre au concept même d'animation en fait. Et vous faites qu'appuyer le fait que vous y bitez rien, juste avec la manière que vous avez d'en parler. Genre en décidant arbitrairement qu'une séquence de One Piece ressemble à de la pâte à modeler, alors que bizarrement tu trouves magnifique une autre séquence d'un autre animé qui est dans un style pourtant très similaire. Ou en parlant avec des termes comme 1080p, comme si le dessin ça marchait comme les consoles PlayStation. D'ailleurs, je me demande si c'est pas les mêmes qui font des versions 60 fps sur les séquences d'animé. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en soi, c'est juste des erreurs, et j'ai rien contre ça. On peut tous se tromper. Mais le problème, c'est que vous faites ces erreurs avec tellement de suffisance qu'on n'a même pas envie de vous expliquer gentiment les choses. Du coup, bah ça donne juste envie d'être salé avec vous, et ça engendre des choses comme cette vidéo. Et le pire du pire du pire dans tout ça, c'est que je pourrais être le premier à défendre les qualités du début de l'animé. C'est vrai, il y a une belle DA, des jolies couleurs, un bon travail sur les expressions faciales, et même quelques bonnes idées de mise en scène. C'est juste que, très clairement, ce qu'offre l'animé maintenant est bien plus ambitieux. Et justement, j'ai pas envie de descendre ce début d'animé respectable en comparant avec ce qui sort maintenant. Donc, j'ai même pas plus argumenté que ça. Juste, vous avez tort, c'est tout. 0 sur 20, Bones, ce sont des terroristes. En 2024, on nous sort de la médiocrité. Il est temps de brûler ce studio. Alors, je sais que quelque part, c'est un peu la faute de l'industrie de l'animation japonaise, qui se gêne vraiment pas pour décalquer les mangas. Mais vous, ça vous a complètement matrixé. Vous faites ça même pour les plans où c'est ni pratique ni nécessaire pour le studio de s'attarder dessus. Je suis le premier à défendre le fait que l'un des points les plus intéressants de l'animation japonaise sur les autres formes d'animation, c'est sa gestion des plans fixes. Mais ça reste de l'animation les gars, du mouvement. C'est pas fait pour que t'appuies sur pause comme un maniaque toutes les demi-secondes pour choper une frame d'un perso en mouvement, tout ça pour faire des comparaisons débiles avec une planche de BD sur Twitter. Parce que, encore une fois, malgré la proximité qu'ils ont au Japon, ça reste deux arts qui ont des différences profondes. Ils disent que One Piece c'est pour les enfants alors que l'œuvre parle de tous ces sujets. Racisme, génocide, esclavage, blablabla. Alors sur ce point-là, j'ai même pas envie d'être spécialement méchant, parce qu'en soi c'est un peu simpliste comme réflexion, mais ça reste quand même bien plus pertinent que les gens violence et les gens seinen, qui se complaisent dans leur fausse maturité en voyant des giselets de sang. Mais bon, ceux-là je pense que, et j'espère que j'ai pas à expliquer en quoi ils sont à côté de la plaque. Donc je vais simplement expliquer en quoi ce genre de tweets sont pas aussi pertinents qu'on pourrait le croire. Premier point, entre simplement aborder un thème et bien le traiter, peut y avoir un immense écart. En fait, c'est même justement dans le traitement qu'on décèle la maturité d'une œuvre. Par exemple, prenons le thème de la vengeance, on va dire. Dans cette catégorie, en prenant deux animés au pif, on peut trouver Vinland Saga et Redo of Healer. Est-ce que j'ai sérieusement besoin de plus élaborer? Et deuxième point, un thème foncièrement pas mature, en fait, je suis même pas sûr que ça existe vraiment. Il y a des sujets plus ou moins complexes à aborder, c'est vrai, mais ça s'arrête là, je pense. Et maturité équivaut pas à complexité. Par exemple, un thème qui est souvent décrit comme étant enfantin, c'est l'amitié, à cause du délire autour du pouvoir de l'amitié qui énerve plein de gens. Mais les gars, l'amitié, c'est pas un truc d'enfant, ça fait juste partie de la vie. Prenez un truc comme Rainbow. On est dans un contexte carcéral avec des personnages qui vivent des
choses affreuses, mais qui arrivaient réellement dans le Japon d'après-guerre. D'ailleurs, c'est même inspiré de la vie du scénariste. On a donc là une panoplie idéale d'éléments pour une série mature, entre guillemets. Pourtant, ça n'empêche pas que l'un des trucs les plus mis en avant dans Rainbow, c'est la force de l'amitié qui lie les protagonistes. Est-ce que ça en fait une œuvre gamine pour autant? Bah non, parce que, encore une fois, tout est une question de traitement. Traitement qui peut d'ailleurs être intéressant de plein de manières différentes. Avoir 36 couches de lecture et de nuances, c'est pas la seule manière de faire un truc abouti. Donc ouais, au final, pour être un manga ou un animé mature, faut peut-être juste être un bon manga ou un bon animé. En tout cas, c'est la définition qui me plaît. Le manga est une sous-culture. Alors là, le tweet en question est un peu ironique, je crois. Je crois que c'était suite à un chapitre polémique de Jujutsu Kaisen, mais bref, c'est pas le sujet. Si je le prends en exemple, c'est parce qu'en lisant les cités et les réponses, je me rends compte qu'il y en a un certain nombre qui le pensent, alors qu'ils lisent et regardent eux-mêmes des mangas et des animés. D'ailleurs, c'est même pas la première fois que je vois ce genre d'avis qui transpire une espèce de posture gênante. En mode, hey les gars, j'aime bien les mangas, mais c'est des trucs de gamins. Et vu que je sais que c'est un truc de gamin, bah je suis mature quand même. Je suis différent des autres qui prennent ça au sérieux. On dirait que vous cherchez une sorte de validation chez je sais pas qui en descendant ce que vous aimez. Et en vrai, quelque part, je pourrais le comprendre. Quand on voit le niveau d'une partie assez importante des débats sur ces domaines, c'est facile de s'auto-convaincre qu'ils possèdent pas plus de profondeur que ça. Mais c'est faux. Et pour ça, suffit de mettre la tête dans cette fameuse vraie culture entre guillemets que personne ne contestera elle. Et de voir le respect que certains de leurs plus populaires représentants témoignent envers le manga et l'animation. Déjà, on a les célébrations directes, comme le musée du Louvre qui collabore avec des artistes comme Araki ou Urasawa. Mais selon moi, on se rend surtout compte en se renseignant sur des œuvres importantes de la vraie culture entre guillemets encore une fois. Tarantino qui travaille avec un studio d'animation japonais pour une scène entière de Kill Bill, l'un de ses plus gros classiques. James Cameron qui prend le temps de produire lui-même une adaptation de Gun, un manga du siècle dernier, alors qu'il avait Avatar 2 dans les fourneaux depuis je sais plus combien d'années. Matrix qui déborde tellement du kiff des Wachowski pour les animés qu'il n'y avait pas assez de place pour tout mettre dans leur trilogie. Du coup, bah ils ont carrément produit une série de courts-métrages d'animation appelée Animatrix, où ils ont aligné les artistes monstrueux du domaine. Ça va de Watanabe à Kawajiri, en passant par Takeshi Koike. Et j'ai même pas parlé du fait que, apparemment, lorsqu'ils avaient pitché Matrix à leurs producteurs, ils auraient littéralement dit vouloir faire Ghost in the Shell en live. Après, là j'avoue que je suis pas sûr à 100% de l'anecdote. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été l'une de leurs plus grosses inspirations. Ensuite, on va parler de Moebius, l'un des auteurs de BD les plus respectés au monde, qui a travaillé sur le premier Alien, et qui a ouvertement montré son respect pour Otomo, l'auteur d'Akira. Et j'ai même pas encore parlé de tous les cinéastes d'Asie de l'Est qui ont logiquement une certaine proximité avec cette culture, et qui, quand ils l'adoptent, le font avec un profond respect. Pour citer les plus reconnus par les cinéphiles à l'international, il y a des mecs comme Sonotion, avec des Himizu, Tokyo Tribe ou Shinjuku Swan, Park Chan-wook, qui a carrément remporté le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 2004 en adaptant un manga, à savoir Old Boy. Il était d'ailleurs en compétition avec Ghost in the Shell 2 cette année. Et pour finir, on a bien sûr Takashi Miike, qui a beaucoup trop d'adaptations à son actif et même trop de films à son actif tout court d'ailleurs, pour que je les cite tous. Mais on aura l'occasion de reparler du travail de Miike une autre fois, vous inquiétez pas. Et évidemment, j'en ai pas trop parlé, mais ça va aussi dans l'autre sens, avec des animés qui s'inspirent de la, encore une fois entre guillemets, vraie culture. Ça peut aller de trucs profonds comme La Jetée de Chris Marker, qui se trouve être l'un des films ayant forgé Mamoru Oshii, l'un des réals les plus importants de l'animation japonaise, à des trucs plus proches du clin d'œil, comme La Troisième Forme de Freezer, qui est ouvertement basée sur le xénomorphe d'Alien. Bref, tout ça pour dire que non, c'est pas une culture inférieure ou pauvre les gars. Et suffira sûrement juste que vous commenciez à vous-même la prendre au sérieux pour vous en rendre compte. En plus, ça vous permettra sûrement d'en parler d'une meilleure manière, de manière générale. Ce qui poussera certainement aussi ceux qui ne connaissent pas cette culture et la prennent de haut à plus la respecter. Bon bah je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La prochaine vidéo sera certainement moins spontanée et mieux construite. Et moi je vous dis salut et à la prochaine.